Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. On le dit ensemble, Corentin, votre podcast comics préféré. Yes, ouais. C'est ça, j'ai l'impression d'être un GM au Club Med, histoire de se rappeler que ça existe encore, même si dans le monde d'après, on ne sait pas quand ils vont pouvoir rouvrir. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler de Club Med, parce que de toute façon, les vacances et la bamboche, c'est fini. On espère que vous ne prenez plus d'apéro, hein, bande de vilains. La bamboche. La bamboche, ouais, la fameuse. Aujourd'hui, on est là pour parler lecture de comics. On vous l'avait promis avec la nouvelle année. First Print continue de vous, on vous avait promis de vous faire des podcasts, on en fait, de toute façon, on s'est jamais arrêté en fait. Oh mon Dieu, il s'est passé 1 jour et demi sans nouveau podcast. Qu'est-ce qui s'est passé? First Print, ils sont morts. C'est incroyable. Non, voilà, tout ça pour vous dire qu'on est là avec un nouveau numéro des Back Issues spécial VO, puisqu'en ce début d'année, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit peu du compte rendu semaine après semaine auprès de DC Comics avec leur event Future State duquel on ne peut passer à côté, puisque voilà, c'est un peu le truc qui marque l'actualité VO en ce début d'année 2021. Le DC Future State, une parenthèse futuriste qui vous emmène à différents points donnés de la timeline du futur de l'univers DC, avec des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. Vous présentez des nouveaux concepts et voilà, vous emmenez un petit peu dans ce nouveau multivers de l'infini. Qui va un petit peu précéder le grand relaunch, ce pseudo relaunch de mars 2021 qui sera le DC Infinite Frontier. Et donc cette parenthèse futuriste, on a commencé à l'aborder dans le précédent Back Issues VO et donc on continue cette semaine. Alors vraiment, on va vous faire, on vous l'a dit, on va vous parler aussi de Marvel et d'Indé dans les prochains Back Issues VO également. Là, ce numéro-là, on le fait vraiment spécialement pour cette deuxième semaine des Future State, puisqu'il y avait quand même 7 numéros, 7 nouvelles séries, en tout cas 7 numéros 1 qui étaient lancés pour la suite. Et pour le mois de février, peut-être qu'on ne reviendra pas forcément à chaque fois avec autant d'attention sur les suites, parce qu'à partir du moment où peut-être qu'une série était bien dès le départ, elle continuera de l'être sur la fin. Donc à voir, mais là, il fallait qu'on s'attarde un petit peu sur ces 7 lancements. Et donc avec Corentin, bonjour Corentin, voilà. Salut Arnaud, tu vas? Ça va très bien, merci. Oui. Je t'avais oublié, je t'avais oublié un petit peu. Je t'avais un petit peu oublié, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré une émission ensemble. Et bien entendu, voilà un petit aparté, d'autres émissions, les Omnibus, les Super Friends, tout ça, c'est en préparation, mais vous comprenez bien qu'avec les mesures gouvernementales, l'impossibilité de sortir de chez soi passé 18h et même déjà avant avec le couvre-feu à 20h et toutes ces mesures, c'est compliqué de faire les podcasts en présentiel et c'est comme ça qu'on veut vraiment privilégier nos émissions parce que c'est comme ça qu'on a vraiment ce qui fait le sel de First Print, les interactions, les blagues, le côté bon vivant et tout ça. Enfin bref, voilà, parce que surtout qu'on a des invités qui sont à Paris même aussi, donc c'est un peu dommage de pas aller les voir et parce qu'on sont des blagueurs bon vivants et parce qu'on avait prévu de se déplacer aussi. Enfin bref, voilà. C'est vrai qu'en ce début d'année, vous allez beaucoup nous entendre, mais ne vous inquiétez pas, Corentin va bientôt disparaître pour laisser sa place à d'autres personnes. Ça arrive, voilà, c'est très rigolo. Drôle. C'est toujours drôle. C'est un petit peu une réminiscence d'un certain hashtag Corentin d'émission. Ça rappelle. On est nostalgique de cette époque. Qu'est-ce que tu es amusant. C'est vrai. Et finalement, drôlatique. Et finalement, quelque part, on l'a eu, cette Corentin d'émission. Donc c'est que toutes les bonnes choses arrivent. aussi le Arnaud d'émission pendant un mois. Effectivement. Enfin bref, parlons un petit peu de Future State. Corentin, comment... Alors d'abord, on va faire un tour de table, même si nous ne sommes pas autour d'une table. Si. On n'est pas complètement autour, on est sur un quart de table techniquement. Et donc, Corentin, on avait fait un petit peu les plus et les moins d'une première semaine qui était, ma foi, assez entraînante, on va dire, même si tout n'était pas au top. Quel serait ton ressenti général pour la deuxième semaine de Future State qui accueillait des titres Superman, Wonder Woman, Superwoman, Teen Titans, Robin Eternal, Justice League, Green Lantern et Dark Detective, que l'on va donc après aborder dans cet ordre-là. Alors, sur l'ensemble de la semaine, je trouve qu'il y a quand même eu pas mal de trucs peu intéressants. Enfin, c'est compliqué parce que là, on sait que justement, c'est pas vraiment un relaunch encore, c'est plutôt une sorte d'antichambre, de préparatif, un petit peu comme pour Convergence, même si ces séries-là, enfin, certains de ces projets-là sont amenés à durer dans le temps. Donc évidemment, il faut que les auteurs et les autrices réussissent à faire tenir une histoire en 2 numéros.
J'ai pas l'impression que l'exercice soit réussi pour beaucoup de ces projets. Moi, dans l'ensemble, j'en retiens vraiment qu'un numéro de cette semaine. C'est un peu triste. Regardez ce Corentin négatif que l'on a aujourd'hui avec nous. Après, c'est aussi mon taf de critique de donner mon avis. C'est curieux. Ouais, mais moi, je vais te demander de ton avis que si. Toi, tu retiens combien que si je l'aime bien. Moi, j'en retiens. 1,5 ? Ouais, 2. Ouais, 2. Ouais, Arnaud négatif. Ouais, mais alors, le truc, c'est que la différence, c'est que les numéros que j'ai pas aimés, je donne mon avis et c'est un bon avis négatif. Ah oui, c'est vrai. C'est alors que toi, les numéros que t'as pas aimés, tu donnes ton avis. C'est pas un bon avis. Bien sûr, évidemment. Tu peux pas confondre les deux. C'est vrai. Non, mais voilà, grosso modo, effectivement, là, je trouve qu'on a une semaine qui était assez faible. Pour des projets en plus qui sont, enfin des pôles de séries qui sont importants. Les Green Lantern, par exemple, c'est très important. La Justice League, c'est important. Ils nous refont le coup de Superman / Wonder Woman, comme ça avait été le cas à l'époque de la série de Charles Soule. Ouais. Sauf que là, c'était à l'époque où ils sortaient ensemble parce qu'ils faisaient des bisous. Alors que là, il y a une connexion qui se crée, mais qui est, je trouve, assez artificielle. Probablement juste pour présenter un petit peu le nouvel état des choses pour John et pour Yara, mais peut-être qu'ils vont se... Mais là c'est pareil, tu vois, et c'est là qu'on commence déjà à toucher sur le côté t'es dégueulasse, sur le côté Omniverse, puisque justement, enfin Omniverse, Infinite Frontier, puisque justement on avait un John dans le numéro Man of Metropolis qui était très différent, on avait une Yara qui était dans une autre caractérisation, on va dire, avec le premier numéro de Wonder Woman. Là, déjà, je trouve qu'on commence un peu à perdre un petit peu la cohérence d'ensemble. Ouais. Mais on va en parler. Tu veux... Oui, non, on commence par ce numéro, donc au pire, on peut embrayer direct. Moi, je voulais juste avoir ton ressenti, mais vu que tu l'as donné, que c'était assez faible. Et toi, Arnaud, on est dedans. Il est bien. Non, mais c'est plus faible que la première semaine, ça c'est sympa. Négativité, putain, négatif, Arnaud. Non, mais il y a des numéros, c'est presque scandaleux d'écrire des trucs pareils. Faut quand même. Non, mais il y a des trucs qui sont très là, c'est plus que négatif. Très nuls. Enfin, il y a un numéro surtout qui est vraiment. Non, il y en a deux quand même que je retiens qui sont vraiment nuls à chier. Voilà, il faut quand même employer des mots un petit peu forts. Il faut avoir parfois un langage un peu moins lisse parce que quand même le politiquement correct. Putain, on peut plus rien dire. Tout à fait. Bobix. Nicolas Bedos, je t'envoie. Ils ont fait un article dessus, là, la gauche racialiste qui prend le pays en otage. Et y en a marre du Sekong, SJW, tout ça. Bref, on divague. On est là donc pour vous faire un petit peu le point. Donc tu disais effectivement que la relation entre Superman et Wonder Woman, donc un numéro qui est écrit par Dan Waters et dessiné par Layla Del... Pourquoi t'as rigolé? Non, enfin, j'allais dire écrit, il faut le dire vite, mais je me suis dit que c'était vraiment pas gentil et je me suis retenu et ça m'a fait rire. Parce que, d'accord, moi, c'était pas du tout la même chose. Ça, c'est Waters, c'est ça? C'est les Waters, c'est les WC, donc du coup... Du coup, c'est à chier. Bah non, c'est juste que je m'imagine un mec qui s'appelait Dan WC, quoi, grosso modo, il a un an de chiotte. Mon Dieu. Allez, enchaîne. Et donc dessiné par Layla Del Duca, qui a fait notamment Shatter avec Joe Kittinge et qui avait aussi fait, tu sais, ce truc chez Boom Studios de Prince Charmant, cette relecture de conte de Prince Charmant qui était... Non. Est-ce que tu me dis tu sais? Non, je sais pas. Tu sais pas, bref. Je retrouverai le titre du coup, parce que je me rappelle que j'en avais parlé à l'époque. J'en avais traité un petit peu. Fables. Non, pas du Fairest. tout. Non, pas du tout. Prince Charmant Origins. Non plus. C'est pas Ever After, parce que ça c'était le spin-off de Fab qui était nul à chier. C'était encore un truc de Fab que je sais pas. C'était bien dégueulasse ce truc. Sleepless, bah tu sais, la princesse qui... Sleeping Beauty. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, ça, la Belle au bois dormant. Ça transforme un petit peu le mythe de la Belle au bois dormant. Donc, bref, Dan Waters et Layla Del Duca qui nous emmènent donc aux côtés de Yara Flor, qu'on nous avait présenté dans le numéro Wonder Woman de Joel Jones, qui était mortel, quoi que Corentin puisse en dire, et le John Kent qui a repris ce rôle de Superman, mais on se place dans une métropolis, du coup, qui n'est plus sous cloche. Ces problèmes-là ont été réglés, puisqu'on vous l'a dit, dans le Future State, tous les récits ne se passent pas au même moment. Enfin, ont été réglés ou qui se passe avant. Ou qui se passe... Non, là c'est non, parce que vu ce qui est rapporté, ça se passe clairement. Peut-être. Je sais pas. On ne sait pas. Enfin bref. Par contre, mais si, il y a une timeline officielle. Il y a une timeline officielle qui existe. Et je suis à peu près certain que ça se passe donc après. Ah bah, super. C'est comment niquer des enjeux, quoi. Bah non, l'important c'est le voyage, pas forcément la destination. Enfin. Il est bête. Oui, mais si on spoil la fin du voyage. Mais la fin du voyage n'est pas spoilée puisqu'on ne sait pas justement comment ça se résout, donc il y a pas de. On sait que ça se résout. Moi, tu m'énerves. Donc voilà, donc avec John. Numéro. Voilà, avec donc John Kent et Yara Flor.
Voilà. Alors, je parlais de connexion artificielle tout à l'heure, et je pense que quelque part, c'est aussi important pour DC de continuer à mettre en avant Yara où qu'il le puisse, parce que justement, elle est aussi présente dans le numéro de Justice League. Ou d'ailleurs, pareil, il y a un truc par rapport à ça, où dans le numéro Superman Wonder Woman, elle dit que ça l'intéresse pas de rejoindre la Justice League, et finalement, elle est dans la Justice League, donc là encore. C'est pour des ça problèmes que ça se passe de cohérence temporelle qui me froissent un peu. Justice League, le titre Justice League se passe bien des années après. Non mais d'accord, mais t'as pas envie de lire une timeline, tu vois. Je parle vraiment de quand tu vas au kiosque et que tu prends tes numéros, si tu lis dans le désordre, t'es déjà spoilé entre guillemets par rapport à un truc qui doit se passer ensuite. Bref. Donc là, effectivement, on va essayer de la connecter à Jonathan Kent, qui est donc le Superman de Metropolis, un Superman joyeux, terre à terre, qui, on t'explique qu'il prend le temps de boire son café le matin parce que ça le fait kiffer, qui salue tous les jours Metropolis en disant bonjour Metropolis avec ses yeux laser. Voilà, parce qu'il a possiblement sauvé, et donc je te confirme encore que Superman, Wonder Woman et Man of Metropolis, voilà, ça se passe dans l'année 2030, alors que Justice League c'est en 2040, donc c'est bien fou, après. Ça, voilà. Arnaud, merci. Donc, il y a une heureusement que tu étais là. Bah oui. Donc, reprenons. Je peux parler peut-être. Je ne sais pas. D'accord, tu me dis. C'est bon. Vas-y. Je peux parler ouais. Je peux parler Est-ce que je peux parler? Vas-y, tu me dis. C'est bon. Okay. C'est bon. Ok, donc voilà, en l'occurrence là un numéro très. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, tu savais que j'allais faire ça. Oui, bien sûr. Un numéro très basique, on va dire grosso modo. Il y a le vilain Solaris qui vient sur Terre. Tu le connaissais celui-là? J'ai pas l'impression. Pas du tout. Non, ça ne me dit rien. Je sais pas, même pas si c'est pas une invention. Ouais. Mais je sais pas. C'est une sorte de soleil. Oui, c'est bio, une IA cybernétique, robot soleil qui vient sur Terre pour essayer de casser la gueule de Jonathan Kent. Là, en l'occurrence, je finis ce que je dis. Tu m'énerves. Là, en l'occurrence, ça va agacer le dieu du soleil sud-américain, qui est donc Quet, je crois, comme le Quetzalcoatlus, j'imagine, qui va partir se faire une petite friction avec ce soleil artificiel. Bon. Voilà, j'en ai pas retenu grand-chose, à part que Yara Flor s'engage sur des terrains politiques vis-à-vis de la corruption des élus, parce que ça c'est un truc qui justement est assez réel, notamment par rapport au Brésil, où on sait qu'avant l'élection de Bolsonaro, justement, il y avait eu des trucs par rapport à ça. On sait qu'il y a différents pays qui ont des dirigeants qui sont empêtrés dans des scandales de détournement de fonds, etc. Donc ça c'est assez intéressant quand même de voir que Yara, qui est toujours une tête brûlée, qui est toujours justement ce côté Wonder Woman assez sauvage, qui veut pas justement être que dans la bienveillance, mais qui est aussi un petit peu rentre dedans et tout. C'est-à-dire qu'elle s'en fout des hommes, en fait, elle veut la paix pour les dieux, elle le dit vraiment, c'est vraiment sa mission, donc elle prend moins des pincettes avec le monde des hommes, clairement. C'est ça. Et on retrouve un côté un peu Brian Azzarello de la relation au divin, puisque ce sont des dieux qui, en l'occurrence, le dieu de la lune et du soleil, qui ont un petit cottage en périphérie de la forêt, où ils ont leur petite monture. Voilà, alors ça probablement évoque des trucs qui sont authentiques vis-à-vis de la mythologie, j'allais dire amérindienne, oui, quelque part, aztèque ou maya, je ne sais pas. Mais voilà, le numéro effectivement a pas d'enjeu, puisque c'est des batailles de gamins, quoi. C'est juste un soleil qui veut prendre la place du soleil, le soleil qui est vexé, et Superman et Wonder Woman qui sont un peu pris dans la mêlée, qui vont juste tchatcher un peu, et puis voilà. Donc le lien entre les deux me paraît pas forcément justement super évident. Je trouve que le dessin est pas terrible. Ah non, les visages sont abominables. Ouais, surtout alors John, pour le coup, c'est abject. Il est carré, on dirait Dave Bautista. Enfin, c'est. Mais en fait, non t'as pas que l'impression Dave Bautista soit moche, mais ça lui va bien à lui d'avoir des. Quand elle dessine ces lignes de personnages, t'as l'impression que quand elle doit remplir l'intérieur des visages, ça, elle panique, quoi. Yeux et tout, c'est très bizarre. C'est trop bizarre. Après, bon, voilà, c'est léger, sympathique, mais c'est vrai que pour une deuxième semaine, ça raconte non, rien, pas pour le. Ah oui, dans ce cas-là, bah. Il faut aussi des numéros justement qui soient moins oh là là, une corporation toute puissante menace. Mais oui, mais ça je suis d'accord. Mais tu peux, il y a un entre-deux entre oh là là, il y a une grosse corporation machin et oh là là, des ennemis dont j'en ai rien à foutre. Là. Tu vois? Oui. Voilà. D'ailleurs, en fait, je représente encore, mais en fait, Superman Wonder Woman se passe en 2070. Justice League se passe 10 ans après Superman of Metropolis. Donc le fait qu'elle dise que c'est bizarre parce que dans Justice League elle fait partie de la Justice League et là elle dit qu'elle veut pas les rejoindre. Et voilà, c'est de la merde. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Mais sinon on retrouve la page, je crois que j'ai mal lu. Hein. Non, je l'avais lu aussi. J'avais lu qu'elle dit ouais, tu vas encore peut-être qu'elle les a quittés, qu'ils lui ont demandé vas-y reviens s'il te plaît. Elle s'est barrée après, tu vois. Bon, en attendant du coup effectivement une lecture qu'on ne vous conseille pas, qui a peu d'intérêt. Non. Et même sur le long terme, je ne vois pas moi pour l'instant l'intérêt de ce duo. Je pense qu'il s'agit vraiment juste de mettre Yara à autant d'endroits qu'on peut pour essayer de
d'imposer le personnage ou de faire la publicité de ce personnage-là. En l'occurrence, elle est pas forcément d'imposer John désagréable, Kent en Superman aussi, quelque part. Ouais, bon, ça, pour le coup, c'est pas... Je pense pas qu'il y a un besoin de forcing particulier. Je l'aime pas, ce John Kent plus adulte. Bah, celui-là, non. Celui du dernier numéro, non. Non, j'aime Je suis en train de réfléchir, mais John Kent, il est fun quand il est gamin et qu'il fait. Mais oui, mais pourquoi ils l'ont fait grandir aussi vite? C'est assez stupide. Ils auraient dû faire les Super Sons pendant 5 à 10 ans, comme ils ont fait les Teen Titans pendant très longtemps, et un jour ils les ont fait grandir. Il faut pas, franchement, laisser les enfants être des enfants, tu vois. Je peux me permettre cette réflexion. C'était très engagé aussi. Merci. Bref, enfin voilà, le problème, tu vois, c'est que ce sera un back issues qui sera forcément un petit peu plus court et qui fera pas 1h30, puisque forcément, quand il y a aussi des choses qui sont pas bonnes ou simplement que ça ne raconte pas grand chose et qu'il n'y a pas beaucoup à en retirer, on va pas non plus polémiquer. C'est-à-dire qu'en général, les back issues ont choisi des lectures qui nous intéressent pour en dire du bien, alors que là, pour le coup, comme on suit l'actualité, on est un peu obligé de suivre des trucs qui nous plaisent pas forcément. C'est pour ça qu'on intégrera, on va se prémunir pour les prochaines semaines d'intégrer aussi 2-3 autres trucs à côté pour mettre en avant ce qui nous a fait kiffer. Bien. Oui, non, mais des trucs bien du coup. Bah oui, voilà, forcément. Que ce soit juste un numéro de single, un des machins, ou même un album VF pour faire un petit peu de mix, parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent et qu'il faudra alterner avec les back issues VF. Bref, le deuxième numéro dont on va parler, et ça va être compliqué, c'est le Superwoman, donc Kara Zor-El Superwoman, de Marguerite Bennett et Marguerite Sauvage. Hey, il y a 2 Marguerites. Oui, Corentin, ce sont les prénoms des autrices, oui. Je suis désolé, continue. D'accord, ouais. tu me dis quand t'en as marre. Le regard horrible qu'Arnaud m'a acheté quand je dis ça. tu m'as tué. Continue. Continue, arrête, c'est bon là. Voilà. Non, mais c'est aussi pour que tu sens le jugement des auditeurs et des auditrices là dans. Donc voilà ce qui se passe quand on lui dit j'ai honte, putain. Qu'il est jugé. Voilà, il a honte. Je suis désolé, voilà. Amis auditeurs, amis auditrices. Donc Marguerite Bennett et Marguerite Sauvage. Ouais, donc voilà, Superwoman, ça se passe dans le futur aussi, dans 2050 par rapport on va dire au moins le futur qui est en 2025 de mémoire. Une partie des habitants vivent sur la Lune. Et du coup, c'est là-dessus que Kara Zor-El est devenue Superwoman en tant que protectrice de ses habitants. Donc justement, elle s'est barrée parce qu'elle avait c'était refrité avec John et qu'a priori, donc, elle a finalement décidé de s'en aller de la Terre. Et là-dessus, il y a une créature qui arrive et on s'en bat les couilles. C'est nul. C'est trop naze. C'est horrible de voir les Marguerites Sauvages au dessin qui fait plutôt du bon boulot. Qui dessine son trait, très caractéristique, très snot girl un peu, tu vois, Marianne O'Malley, je dirais, parce qu'en fait, elle vient de la mode à la base, elle dessinait là-dedans, elle était designeuse. Le costume de Kara est pas dégueu d'ailleurs, de robe ouverte et tout. Mais voir, voir une artiste au service d'un scénario aussi nul. Mais c'est vide, mais c'est même... C'est triste. Je trouve ça genre aberrant au niveau de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes où elle se bagarre, et d'un coup elle est gentille l'autre. Et puis après elle est méchante, et puis d'un coup elle est gentille. Alors déjà tu comprends quand pas elles trop. Se parlent, elles ne se répondent pas quand elles se parlent. Ouais. L'origine de ce personnage. Ouais, donc c'est a priori c'est un peu syndrome de l'adolescente qui a fugué, tu vois, qui veut être et que ses parents ou ses membres supérieurs de son clan la pourchassent parce que je sais pas si elle a quelque chose de particulier. Mais oui, c'est-à-dire que pour Supergirl, Kara Zor-El qui était anciennement Supergirl, évidemment c'est symbolique de voir une extraterrestre qui tombe en vaisseau dans son jardin et plus jeune, qu'elle va recueillir, parce que ça lui permet quelque part de rattraper la mission qu'elle n'a pas pu accomplir avec d'un côté son cousin Clark qui puisque quand elle est arrivée sur Terre lui était déjà devenu un homme, et quelque part aussi qu'elle n'a pas pu rattraper avec son petit cousin John, puisque lui aussi il a pris 20 ans beaucoup trop rapidement. Quelques années, ouais. Donc franchement c'est très très mal écrit, c'est très mal dialogué, on se paume dans ce scénario qui effectivement ne dit pas grand chose à part ce truc là, et puis à la rigueur j'ai envie de dire que c'est même pas forcément... Effectivement, Kara Zor-El a vieilli, maintenant c'est une femme, elle a un rôle probablement défini pour DC Comics, je pense que DC Comics ont envie de la garder dans le paysage. Maintenant, si c'est pour en faire ça sert vraiment à rien, et je trouve que ça fait perdre du temps à Marguerite Sauvage qui justement
a du talent, quoi. Et moi, ça m'énerve de voir ce scénario pourri entre les mains d'une si bonne artiste. J'aimerais bien l'avoir dessiné, justement, par exemple, Superman Wonder Woman. Au moins, ce sera joli et peut-être que ce serait plus digeste avec de meilleurs dessins. Que là, pour le coup, non, vraiment, c'est ni fait ni à faire. Pour moi, vraiment, c'est niveau zéro, quoi, de l'écriture. Ouais, donc vraiment très bizarre, ce personnage Linari, donc Ouais. d'apparence féminine et qui peut se transformer en une sorte de... Il y a un peu de mythologie asiatique dans le design de sa forme un peu de créature, tu vois, enfin, de dragon chinois ou de ce genre de choses. L'histoire sans fin, ouais. Ouais, aussi. Par exemple, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et ouais, c'est... Non, pas de ouais, non. Non, effectivement, non. On vous le conseille pas. Voilà, on ne vous le conseille pas parce Désolé, que... mais là, franchement, il y a vraiment rien d'autre à dire. J'aimerais bien trouver un peu voilà, au-delà de symbolique par rapport à Kara. Même tout le pan, la Terre est sur la Lune, enfin la colonie est sur la Lune et compagnie, t'as pas l'impression que c'est vraiment très, très contextualisé. T'as des gens qui aiment bien Ilinari, d'autres qui l'aiment pas. Elle, des fois, elle est gentille, des fois, elle est méchante. Elle pète un peu des câbles pour rien. Peut-être qu'elle fait sa crise, peut-être qu'elle fait, je sais pas, une sorte de crise d'adolescence un petit peu, puisqu'elle est partagée entre d'où elle vient, dont elle s'est enfuie, et ce paradigme toujours de la peur de la différence, d'avoir cette colonie de gens qui sont réfugiés sur la Lune, qui sont protégés par Superwoman et qui voient un être fantastique débarquer, et t'auras ceux qui vont l'accueillir et ceux qui vont en avoir peur, syndrome X-Men, tout ça, et bon, classique. Pas très original, et qui là du coup elle se dit ensuite ah bah non, finalement vu que les gens ils ont peur de moi parce que je suis différente, bah je me casse, et voilà. J'essayais un petit peu d'expliquer ces changements de... Mais après, le truc, c'est que c'est mal écrit, quoi. Donc, oui. Moi, j'ai rien à dire dessus. Ouais, t'as vraiment rien à dire dessus. C'est joli. Voilà. C'est plutôt joli, mais c'est plutôt nul. Donc, on ne vous le conseille hélas pas. Moi, tu vois, dans mon petit carnet, j'ai mis des petits bonhommes. Oh, il a fait des petits smileys. Et regarde, c'est quoi la caractéristique de tous ces petits bonhommes-là? Il tire la tronche. Il tire la tronche, c'est-à-dire que on va devoir hélas continuer à vous parler de numéros qui ne nous ont pas plu. Le numéro d'ensuite, c'est celui qui est consacré aux Teen Titans, qui est donc écrit par Tim Sheridan et qui est dessiné par Rafa Sandoval, que l'on connaît notamment parce qu'il a fait beaucoup de Green Lantern pendant la période Rebirth ces dernières années chez DC Comics. Et les Teen Titans, donc ça se passe en 2027, donc par rapport au présent, c'est vraiment à peine dans le futur, puisque la majorité des titres de Batman en fait se passent en 2025. Donc vous voyez que ça se passe un tout petit peu après, ça se passe au même moment que Dark Detective. Et les Teen Titans, du coup, alors intrigue très confuse aussi, vraiment de Tim Sheridan, qui surtout... Et là, clairement, quand on suit un petit peu l'actualité, c'est peut-être plus facile à cerner. En fait, fait des liens avec la Teen Titans Academy, qui sera une série qui sera lancée en mars avec l'Infinite Frontier, puisque à partir d'un moment, en fait, les anciens Titans ont décidé de former justement une école pour apprendre à être des super-héros. Et on nous fait comprendre, grosso modo, que Nightwing, qu'un des étudiants a récupéré en fait le blaze et le masque de Red X, qui était un alias précédent de Dick Grayson, qu'il y a des choses qui sont parties en couille. Là, dans ce numéro, en fait, on est en train la ville de Bloodhaven est un peu en ruine. En ruine, de rechercher les responsables. Tower aussi, et c'est la merde, quoi. Voilà, on recherche les responsables de là-dedans. Il y a aussi des phénomènes magiques qui ont eu lieu parce que Raven aussi a fauté et qu'il y a eu des... Ah putain, mais... Alors des personnages qui ont fusionné avec Cyborg et Beast Boy notamment, c'est Cybeast, et mais tu vois aussi que t'as Brad Girl et tout qui a un mix aussi de plusieurs personnes. Enfin, voilà, c'est un petit peu, c'est très confus et très très déstabilisant. Après quand on connaît un petit peu les plans, on sait que ça va forcément que Teen Titans Academy va nous raconter la trahison de Radix, ce genre de choses, comment l'académie s'est formée et tout ça. En attendant, c'est pas trop mal illustré parce que Rafa Sandoval, je trouve qu'il a un style très mainstream, classique, mais qualitatif. Enfin, ça de qualité dans le sens que ça fait le taf, quoi. On va pas lui en demander des tonnes, mais il dessine plutôt bien. Mais là aussi, qu'est-ce que c'est que ce futur bizarre que vous nous dépeignez? Enfin, la fusion là de Cyborg et de... Enfin, pourquoi? Mais ça, c'est... je sais pas si c'est vraiment comparable avec du Future Zen, mais
Il y a un peu cet esprit-là quand même. Ça fait vraiment le bon temporel où tu retrouves les personnages quelques années plus tard et t'as l'impression que tout est différent et tout est un peu plus gris. D'ailleurs, il y a un des comparatifs temporels entre le then et le now. Ou par exemple, tu vois, dans les moments de Ven, c'est les plus rigolos parce que les moments dans le passé, c'est parce que tu vois justement qu'il essaie de coller un petit peu à l'écriture des Titans classiques avec, tu sais, Starfire qui fait du gringue à Nightwing, des petites blagues un peu par-ci par-là et tout. On fête l'anniversaire de Digress. C'est ça, voilà, c'est festif un peu. C'est joyeux et tout. Et puis tu reviens dans le présent et t'as justement cet esprit très DC Comics de tout est un peu plus gris, tout le monde tire un peu la gueule. Mais c'est l'esprit caricatural en fait. C'est vraiment le côté so dark, you're sure you're not from the DC universe de Deadpool 2, tu vois. Et puis t'as Emiko aussi qui arrête pas de faire des blagues par rapport au nom de Nightwing. Mais ça marche pas, parce que du coup. C'est-à-dire que la blague Richard Dick, enfin son nom veut dire bite, on a compris, tu vois, c'est au bout de 20 fois la ferme Grayson par exemple. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je veux dire que c'est aussi un point d'entrée normalement, donc tu peux pas empêcher de dire que t'écris aussi pour des gens qui vont découvrir potentiellement, parce qu'on découvre Dick Grayson à tout âge, et que imagine que t'as 15 ans, tu lis ton premier comics d'ici, tout ce Teen Titans Future State, et t'avais que Dick en fait se dire beat machin et tout. Mais t'as envie d'y revenir toi, si tu le lis comme ça? Ah non, si tu lis ce numéro, par contre, tu comprends rien. Je trouve que justement, voilà, c'est ça, c'est pas du tout accessible. Si tu connais pas Raven, Starfire, Nightwing, au moins, on va dire, tu captes rien, quoi. C'est même le cliff de fin entre guillemets qui est à peine un cliff puisque le vilain qui réapparaît, bon bah, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour savoir qui c'est, quoi. Mais... On en reparlera au micro. Mais grosso modo, voilà, moi je trouve ça assez conventionnel. C'est classique, quoi. C'est pas agressif comme peut l'être Kara Zor-El, enfin Superwoman. Mais en même temps, ça me motive pas pour revenir, tu vois. Non, mais surtout que c'est vrai que par rapport à un numéro comme le Next Batman ou Wonder Woman avec Yara Flor qui te permet de présenter un personnage qui racontait pas forcément grand-chose, mais qui au moins te permettait de comprendre qui est le personnage dont tu es en train de suivre les aventures et qui te donne à la limite les petites clés pour revenir au numéro d'après, celui-là, t'es largué, en fait. Si t'as jamais lu les Teen Titans, mais que tu te dis, ouais, ils sont plutôt cool parce que t'as regardé la série Titans, par exemple, tu vois. Bon, alors tu connais les personnages quand même, tu vois un peu qui ils sont, mais si tu connais pas, t'es vraiment... Là, ça tchatche en plus, hein. C'est pas aussi, tu vois, tu parlais de The Next Batman qui est assez économe en termes de dialogue, là, ça mitraille quand même. Bon, après, j'ai pas forcément envie d'être négatif. Moi, les Titans, en fait, je préférerais que Bendis continue avec sa Young Justice et qu'on foute un peu la paix à ces personnages-là. Mais voilà, tel quel, je lisais pas les Titans avant le relaunch, je pense pas à continuer. Les Teen Titans, c'est un titre de toute façon qui a des problèmes depuis tellement de temps. Parce que t'as les Titans, les jeunes Teen Titans, la Young Justice à côté, en fait, t'as l'impression que DC sait plus trop quoi faire de son copyright, quoi. Et en plus, il y a la série Titans, effectivement, qui du coup oblige à avoir certains personnages dans l'équipe et tout, donc je sais pas, moi ça me... Non. Ouais, non, mais c'est un titre qui... Teen Titans Go, ça m'ira très bien. Et puis... Ouais, c'est ça, parce que depuis les New 52, et peut-être même avant, alors je suivais pas avant les Teen Titans forcément beaucoup, mais bon, c'est vrai que tu te rappelles le volume de Geoff Johns dessus sur l'équipe, et bon, les New Teen Titans de Wolfman et Perez, bien entendu, mais ouais, depuis dans la décennie qui est passée, ils ne savent pas mettre des bons auteurs dessus. C'était un bain de sang. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils leur inventent des problèmes. Ouais, ils deviennent tous des criminels, des fous furieux. Ils inventent des nouveaux personnages sur lesquels en fait t'arrives pas à te fédérer parce que dans le dernier volume là avec la fille de Lobo, Crush, machin. Mais ils sont en jean et tout ça, ils sont pas intéressants ces personnages, ils ont même pas un design très très intéressant non plus, donc c'est vraiment difficile d'adhérer à ce concept et c'est pas ce numéro qui va changer la donne. Les séries de jeunes héros c'est souvent un peu compliqué parce que tu tombes vite dans la caricature en fait. Ouais, en fait, c'est peut-être. Je sais pas, parce que les Champions chez Marvel de Mark Waid sont pas. Mais c'est Mark Waid, mec. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, il faut des gens qui savent écrire correctement des héros adolescents. Et c'est sûrement ça la plus grosse difficulté. En tout cas, le Future State de Teen Titans, on est désolé, mais on ne vous le recommandera pas non plus, parce que même les couvertures ou les variantes sont pas jolies. Donc voilà. Désolé, on a 3. Smiley qui fait la gueule. Voilà, encore un smiley qui fait la gueule. Et pour l'instant, on a 3 numéros sur 3 qui sont déconseillés. Mais au moins ça vous permettra de faire des économies pour acheter le Wonder Woman avec Yara Flor, notamment avec les variantes de... dire Dead Earth, je me suis dit, le mec il force à fond quand même. Oui, non, dans ce cas, non, mais avec, acheter Prez aussi, plutôt que 3 numéros Future State, par exemple.
ensuite, on continue avec Robin Eternal de Megan Fitzmartin et Eddie Barrows. Toi, t'as mis tous les numéros mauvais ensemble. C'est pour finir sur une bonne note en fait. Ah ouais, parce que t'aurais pu c'est bien, pas bien pour essayer de faire un truc. Mais en fait, le truc c'est que tu vois, c'est stratégique, c'est une stratégie éditoriale parce que si tu commences par le truc qui est bien et qu'après tu dis que tout le reste ça va être nul, les gens vont pas écouter. Alors que là, on les force un petit peu, tu vois. Restez jusqu'à la fin et vous aurez des avis enthousiastes et positifs et souriants. Exactement. Et en plus, il y aura une blague de Corentin. Et ça, franchement, c'est... Marguerite. Mais une blague drôle de Corentin. Et ça, c'est pas souvent que ça arrive dans First Print. Alors que les blagues sur Arnaud sur les macarons, ça, c'est chaque fois à gorge déployée. Et c'est un classique. Mais oui. Et ça se savoure. Allez, donc Robin Eternal de Megan Fitzmartin et Eddie Barrows, toujours ancré par son compère Hébert Ferreira. Alors, moi, j'ai noté mauvais design. Mais avant, alors l'intrigue, donc là, on est vraiment dans le présent du Future State, hein, donc en 2025, grosso modo. Gotham City, qui est... Tu veux bailler? Ouais, tu me dis. J'ai baillé. Très bien. Donc, Gotham City, qui est contrôlé par le Magistrate, qui a son armée de super soldats plus ou moins cybernétiques qu'on appelle les Cybers. Et les Peacemakers. Et les Peacemakers aussi. En plus. C'est vrai. Il y a beaucoup de méchants. Oui. Oh là là. C'est le futur et tout le monde dit et tout le monde dit les méchants. Société dystopique. Et en même temps, tu vois, tu te places en décembre 2019 et tu dis regarde comment ça va être en France dans 1 an. Quelque part, on pouvait faire France Future State et te dire... Oui, après de là à dire qu'on a pris les puits de Lazare pour en faire une drogue de super méchant, je sais pas. On a bien mis un violeur à l'intérieur, donc bon, j'ai envie de dire, voilà. Bref, Robin Eternal, donc effectivement, le Magistrate veut faire des super soldats et donc il utilise en fait le liquide, la résine des puits de Lazare, donc la Lazarus résine, c'est trop... Le truc, tu vois, c'est Future's End again. Le truc, c'est que tu vois, c'est que à lire le résumé de l'histoire, c'est nul et ça nous fait rire parce que vous captez déjà que c'est, il fallait faire un truc à Tim. À Tim Drake, ouais, c'est ça. Il fallait. Il fait un truc. Le numéro, Tim Drake fait un truc par rapport à un autre truc. Donc voilà, c'est ça. Donc Robin Eternal, aidé de Spoiler et donc Stephanie Brown qui a un nouveau design. C'est pour ça que j'ai noté design nul parce que grosso modo, elle a perdu un œil, donc elle a un patch. Voilà. Et Dorsey qui est un nouveau personnage qui, pour le coup, son seul intérêt d'être là, c'est qu'elle utilise la langue des signes puisqu'elle elle a des problèmes d'audition. Et j'imagine qu'en termes d'inclusivité, c'est un petit plus, quoi, puisqu'on ne voit pas forcément trop de personnages handicapés dans les publications. Mais voilà, c'est juste un nouvel allié qu'on essaie de rajouter à Tim Drake. Mais Tim Drake ne sert pas à grand chose. L'histoire il est moche. Est prétexte. Et surtout, alors là, il y a la mâchoire de Matt Smith. Ouais, alors sans connaître la mâchoire de Matt Smith par cœur, on va juste dire que Eddie Barrows, qui pourtant est un bon dessinateur, il a fait des bonnes choses, notamment même, tu sais, il avait fait la maxi-série Freedom Fighters qui se passe sur Terre X, du coup, donc vraiment, et que Urban a baptisé Multiversity Présente pour la VF, histoire de mais qui était bien pour le coup, c'était une bonne histoire qui était assez assez délire, et voilà, et le Detective Comics qu'il avait fait vraiment joli avec James Tynion 4, effectivement ça dépotait, et là je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit je vais dessiner tous les visages moches et je vais les faire vraiment moches, genre il s'est mis un défi. Et du coup, c'est dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, même au-delà des visages. Le village de Spoiler, mon Dieu. C'est encore une fois cette lecture faussement futuriste où en gros, c'est des bâtiments sombres avec des éclairages criards, du bleu, vert partout. C'est pas agréable à l'œil. Je veux dire, je comprends pas comment des mecs qui s'appellent DC Comics, qui sont censés savoir en fait à quoi ça ressemble vraiment Gotham City. Gotham City, c'est pas justement cette espèce d'analogue. Mais tu vois, à un encablure de là, t'as The Next Batman où Gotham City a pas eu tout la même gueule. Ouais. Donc c'est vraiment la ville du Blade Runner, tu vois. Le truc, c'est que c'est une Gotham City cyberpunk alors qu'on est 2 ans dans le futur. Enfin, même par rapport à nous, on est 4 ans. Je veux dire, dans 4 ans, on va pas. Paris va pas être. Non, comme ça, a priori, non, surtout Paris, oui. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment c'est laid et ça évoque justement des mauvais moments de la chronologie Batman. Quelque part, ça évoque aussi Batman et Robin Eternal, Batman Eternal, dans ce côté justement, la ville toujours en crise, où il se passe toujours un truc pas bien, etc.
Je sais pas, mais oui, ça, de toute façon. Je veux pas passer pour un réfractaire ou quoi, mais pour moi, Gotham City, c'est Chicago dans les années 40, tu vois. Tu passeras pas pour un réfractaire quand même. Je suis un sale réfractaire, tu vois. Vraiment. C'est le monorail, c'est la Wayne Tower et compagnie. Là, c'est criard, c'est pas beau. Enfin, et puis il pleut, c'est dégueulasse. Franchement, non mais il pleut toujours à Gotham City. C'est caricatural, tu vois. C'est tellement Bresson, tu vois. C'est le méchant, il drogue au truc de Lazarus, il est super vénère. Et puis les méchants, ils sont surarmés. Et puis Robin, il est moche. Non mais à un moment donné, les gars, juste, je sais pas, je dis pas faites un truc léger. J'ai quand même envie de dire hashtag Corentin réfractaire. Ouais, hashtag Corentin. Je sais pas si on aura un. Vous nous le dites. Non mais il y a quand même une esthétique Gotham City. Tu vois, normalement c'est une ville de polar, c'est une ville sombre. Et tu peux faire du polar cyberpunk. Regarde Blade Runner, justement, c'est un polar cyberpunk. Mais là, en l'occurrence, c'est juste laid. Et effectivement, enfin, c'est bizarre quand même quand en 2 ans il se passe tout ça. Enfin, t'as l'impression que c'est 15 ans après, quoi. Enfin, ouais, c'est plus. Voilà, c'est vrai qu'en termes de temporalité, ça se passe 4 ans dans le futur, mais par rapport à leur temporalité actuelle, et ouais, t'as l'impression qu'ils ont pris 30 ans, enfin, même plus, un siècle dans la gueule. C'est tout le monde est déprimé, enfin tout le monde est de mauvais poil. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment ces numéros qui sont vraiment dans le mood Future Zen, quoi. Ouais, c'est ça. Tout est noir. Ouais. Tout est Bresson. C'est Future Zen, Dark Multiverse. Et les dialogues rigolos, c'est fini. Et c'est pas qu'on demande à ce qu'il faille de l'optimisme à tout bout de champ, mais c'est que c'est une forme d'atmosphère dépressive qui est caricatural en fait, et que de toute façon DC nous a déjà resservi à toutes les sauces dans les 10 ans passés, et qu'on avait déjà reproché au début d'Inny 52. On leur avait dit, les gars, sur les titres Batman, vous faites que du dark, du grim and gritty, il n'y a pas que ça, tu vois. Et notamment, enfin, Tim Drake, c'est pas le mec, c'est pas un dépressif. Non, normalement il est blagueur. Jason Todd, il est vénère. Tim Drake, il est intelligent, ouais, voilà, il est moins blagueur que Dick Grayson peut-être, mais il a quand même il regarde vers l'avenir, tu vois, il est assez motivé, c'est pas un gars qui tire la tronche. Et puis moi, au-delà du côté positif-négatif, c'est un peu de créativité. Encore une fois, quand Tamaki, elle fait Dark Detective, quelque part, elle a l'intelligence de justement pas en mettre partout. C'est-à-dire que c'est un numéro, c'est un exercice de style, c'est une entrée en matière, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas agressif dans sa façon de poser des enjeux, justement, très archétypaux. Ces numéros dont on parle depuis tout à l'heure, ils ont un défaut, c'est qu'ils ne se posent pas de questions, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, ils font un déroulé. Ils font un déroulé d'un truc. Alors, ils ont une proposition X, et ils vont la dérouler comme ça, sans prendre le lecteur par la main, sans essayer de trouver de nouvelles façons de raconter les histoires, en fait, simplement, ou même de faire un truc un peu créatif, un peu original, un peu inédit. Là, c'est vraiment un numéro, même hors Future State, tu aurais pu le trouver il y a 5 ans dans les New 52. Ouais, c'est ça. Voilà, ça marque pas de rupture. Il n'y a rien de particulièrement original. Ça marque pas de rupture. Et c'est pas bien, du coup. Non, du coup, on va toujours pas le lire. Hein. Bah non. Enfin, on va toujours pas vous le recommander. Bah non. C'est bien parce que, en fait, parfois, c'est vrai que parfois sur les réseaux, on a des posts où les gens ils disent ouais, grâce à First Print ou à cause de First Print, ouais, j'ai acheté ça et tout ça. Maintenant, vous pourrez dire grâce à First Print, j'ai économisé de la thune. J'ai pu payer mon loyer. Bravo. Et voilà. Et voilà. Et c'est déjà bien. Frigo, oui. C'est déjà bien. Ensuite, on passe au numéro avec plusieurs histoires dedans, parce que là, c'était des numéros avec une seule histoire dedans. Maintenant, on va passer au numéro avec plusieurs histoires dedans. C'est pas pour autant que les smileys vont arrêter de tirer la tronche. Green Lantern. Tu les as pas dessinés, là ? Non, je les ai pas dessinés en fait. Oh, l'usurpateur. J'ai mis un petit smiley qui sourit pour Justice League, mais du coup, on va terminer avec le dernier numéro vraiment nul. Green Lantern. Mais il est pas vraiment nul, Green Lantern. Il est un tiers nul. Il est mi-figue, mi-raisin. Un tiers 50% pas ouf, et un tiers ça va. D'accord. Alors la première histoire, elle est de Geoffrey Thorne et de Tom Rainey. Et Geoffrey Thorne, c'est notamment celui qui va écrire une nouvelle série Green Lantern en avril avec Dexter Soy au dessin. Donc moi je suis chaud parce qu'il y a Dexter Soy au dessin qui dessine bien. Effectivement, sur la base de ce premier numéro, alors qu'il te transporte, donc c'est Last Lanterns, donc les lanternes ont disparu. John Stewart doit enquêter sur qu'est-ce qui a mené à leur disparition. Il a plus du tout un look de Green Lantern. C'est plus de la fantasy de SF, quoi, grosso modo. Ça, un peu Mobius, je sais pas, tu vois. Oh là là. Oh là, reste bien tranquille, mon pote. Ça n'a rien à voir avec Mobius. C'est un peu lincal quand même, non ? Casse-toi, t'es ouf. Non, je me casse, je m'en vais, je te préviens. Oh là là, mais qu'il se vexe. Non, c'est classicos, quoi. Mais c'est même pas. Enfin, c'est DC Comics. Enfin, t'as déjà vu ça avant. Le coup des lanternes qui disparaissent ou de mecs qui se retrouvent sans pouvoir sur une planète étrangère. C'est pas du tout inédit. C'était Legion Lost aussi, ça s'appelait, je crois. Même Superman, à un moment donné, il avait un arc comme ça dans Action Comics avec Lex Luthor où il se débarque sur une planète, il a pas de pouvoir,
C'est toujours la même chose. Et bon, en l'occurrence, vas-y, parle-en parce que tu l'as peut-être plus apprécié que moi. Ah bah non, moi j'ai pas du tout aimé ça. Alors celui-là, je le trouve nul à chier. Hein. Ok, bah très bien. Bah du coup, moi je suis pas du tout chaud pour. Bon, détaillons, voilà, effectivement, Jon Stewart qui est au milieu d'un champ de bataille, qui a plus de bagues et qui doit se bagarrer contre une faction cosmique. Voilà, enfin, encore une fois, c'est très peu original, c'est du déjà vu. C'est encore du Bresson, c'est encore, regardez, on est dans le futur, il y a un truc qui s'est passé de mal, il faut qu'on reconstitue pourquoi c'est arrivé, et en attendant, le personnage principal va galérer comme Batman qui n'a plus son costume, enfin qui n'a plus son identité puisqu'il est censé être mort, comme le John Kent qui d'un coup, sa ville elle est sous cloche. Il y a toujours ce truc-là, c'est l'amorce en fait super automatique de c'est le futur, donc forcément il y a un truc qui s'est mal passé, et hop, on attaque in medias res, on vous montre que le héros il galère. Et après, plus tard, vous aurez des numéros qui vous expliqueront comment on est arrivé là, et puis est-ce que le héros va réussir à s'en sortir. Tu vois, c'est un truc d'horreur spatiale, un peu en huis clos et tout. Mm-hmm. Voilà, l'espace, c'est un endroit où justement tu peux t'amuser à expérimenter, et là, en l'occurrence, t'as l'impression d'avoir déjà vu ça, mais 15 fois, mais franchement, même dans le dessin animé de Justice League, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, quoi. Alors à côté, t'as aussi c'est pas joli, hein, vraiment, c'est pas du ouais, tout. c'est vrai que ce premier récit est pas joli. Après, t'as une seconde partie qui s'appelle The Taking of Sector 0123 par Ryan Cady et Sami Basri. Donc avec Jessica Cruz notamment. Alors voilà, bon, ça c'est pas dégueu, pour le coup. Je suis pas du tout un fan de Jessica Cruz, donc quelque part c'est que le numéro est vraiment réussi. Même si c'est encore une fois très court et très elliptique, grosso modo c'est juste Jessica Cruz qui, en l'occurrence, voilà, est dans un huis clos, à bord d'un vaisseau, ou des Yellow Lanterns, des lanternes jaunes. C'est ça, et Lisa Drake surtout quand même. Voilà, Lisa Drake qui lui cavale après, elle va se rebeller et à la fin hériter d'une lanterne jaune, enfin d'une bague jaune, d'un anneau jaune de peur. Alors ce qui est super intéressant pour ce personnage-là, qui justement au départ vient des Power Rings, qu'il a contrôlé grâce à sa peur, le personnage qui parle justement du côté surmonter sa peur et embrasser son plein potentiel, etc. Donc qui est plutôt bien écrit, bien dessiné, qui fait pas grand-chose, on va dire, il se passe pas énormément de choses dans le numéro, mais qui assume justement au moins une introduction qui est un peu différente et qui essaye de faire un truc qui soit un peu composé, quoi, que ça pas juste tiens, voilà où on en est, c'est la merde, frérot, etc. Donc moi ça m'a plu, ça m'a intrigué. Après encore une fois, c'est très court. Très très court, et le dernier récit qui est aussi un petit peu court, qui s'appelle Book of Guy, qui se concentre du coup sur Guy Gardner, vous l'aurez compris, écrit par Ernie Altbacker et dessiné par Clayton Henry. Et du coup, de quoi ça parle celui-là, sans spoiler la fin sur celui-là, du coup. Pas. Parce que tu l'as fait avec Jessica Cruz, hein, je sais pas si t'as remarqué. C'est pas grave, si. On va pas en spoiler. On évite un peu de spoiler trop les trucs. Bon, Guy Gardner est envoyé pour mettre fin à un conflit entre deux espèces aliens. Il se fait sous sa bague, du coup, il doit faire ça à la main, autour d'un bon baby-foot. C'est clairement ça. C'est clairement le numéro comique. C'est le pan comique. C'est Gardner, quoi. C'est le pan comique de la mythologie Green Lantern. C'est dessiné de manière un peu cartooniste, qui du coup appuie le propos. Je trouvais ça plutôt rigolo. Non, cette proposition de série comique, c'est pas le numéro le plus rigolo pour l'instant des Future State, mais au moins justement, on a un peu de légèreté. Ouais. Ce qui est quand même plutôt cool, justement, dans un numéro qui, dans l'ensemble, est quand même très Bresson, encore une fois. Gardner qui s'engueule avec un écureuil cosmique, c'est rigolo. Le mec qui dégaine un baby pour en mode genre maintenant on va se mettre d'accord entre vos deux peuples, on va régler ça avec le petit ballon. Ouais. C'est rigolo. Il y a des idées. C'est pas ouf, c'est pas renversant. Tu te marres pas comme devant un Young Justice de Bendis, mais il y a des idées, c'est sympathique. Ou mieux, un Justice League international. Oui, voilà, oui, parce qu'effectivement Gardner vient de là. Donc oui, effectivement, c'est sympathique, ça fait le taf. Et c'est dans la continuité du personnage, donc voilà, ça relève un peu le niveau, même si, encore une fois, c'est pas ça qui mériterait d'acheter ce numéro-là particulièrement. Non, parce que voilà, c'est une histoire sympathique sur un ensemble de 3, et d'ici va pas te faire... La deuxième aussi est sympathique. Oui, la deuxième aussi, mais grosso modo, voilà, tu vas pas dire bonjour, je voudrais juste en fait acheter ces deux histoires. Non, on te vend le numéro complet, donc c'est... Ouais, c'est comme Death Metal. Tu peux pas juste acheter le tie-in Secret Origin. Effectivement. Enfin, du coup, en VO, si tu pouvais. Mais, oui, la vie est cruelle. On continue ? Oui. On continue avec le Justice League de Joshua Williamson et Robson Rocha pour l'histoire principale, avec une seconde histoire Justice League Dark de Ramvi et Marcio Takara. Alors, sur la Justice League, Corentin. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire, je t'avoue, ça va plutôt être toi.
Mais donc oui, donc c'est cette Justice League avec les différents nouveaux personnages qui sont probablement là justement pour traduire l'envie d'inclusivité de DC Comics. Donc on a Yara Flor, on a John Kent, on a la Green Lantern de Far Sector. Donc c'est Joe Mulline. Voilà. Il y a l'Aquawoman qui est Andy Curry, du coup la fille qui est née dans le run de Kalisu des comics. Et il y a qui Jess, est déjà adulte. Et qui est déjà bah oui parce que ça se passe ça se passe bah oui parce que ça se passe en 2050 donc 25 ans après le truc. Mais attends mais elle vieillit pas Yara Flor en fait, c'est ça? Mais Yara Flor non, elle a un peu le pouvoir des dieux, elle est un peu immortelle quoi. Mais la mode Far Sector ça se passait déjà en 2050 dans Far Sector? Moi si j'arrive, je te dis je suis chiant hein, mais j'arrive pas à me représenter comment ça peut tenir en termes de cohérence temporelle, tu vois. Oui, je suis chiant, d'accord, ok, bon, vas-y enchaîne. J'ai envie de dire une formule très simple, ta gueule c'est cosmique. D'accord, ok. Tu m'as convaincu. Non, mais enfin, tu m'as convaincu. On peut dire que la Joe Mulline de Far Sector se déroule dans un autre multivers que dans le Future State, tu vois. Ok. Je suis pas convaincu. Ta gueule, c'est multivers. Voilà, ok. et sinon, le Flash, enfin, c'est. Alors, je sais pas comment on dit le pronom Zay puisque du coup, c'est un Flash non binaire, c'est Yel. Ouais, mais du coup, tu dis pas le A ou le. Tu dis il ou elle, ou tu dis Yel. Yel, ouais. Enfin, bref, donc c'est. Alors, je me rappelle plus du prénom, c'est Jess Quick, je crois, ou Jess quelque chose. Et qui, du coup, voilà, est un personnage non binaire et qui est l'un des premiers super-héros non binaires, surtout, parce qu'il y avait déjà eu des personnages non binaires chez DC Comics, mais qui étaient des personnages secondaires et surtout qui n'avaient pas de pouvoir ou de capacité. Forcément, là, c'est vraiment, voilà, et justement, ça va être un peu, enfin, disons que faudra pas employer Jérôme Wiki pour traduire ce numéro très clairement. Si vous nous entendez chez en général, ne faites pas appel à lui pour cette traduction. Et bah voilà, en fait, on t'explique juste qu'il s'est passé quelque chose, c'est que l'ancienne Justice League que l'on connaissait a été trahie de l'intérieur et que maintenant ils opèrent dans ce futur-là où, en fait, contrairement à ce qui se passe avant, c'est que les membres ne se connaissent que entre super-héros et ils ne se côtoient pas en dehors du taf, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'identité secrète de chacun. En tout cas, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais la plupart ne connaissent pas, par exemple, qui est le Next Batman. Ils ne savent pas que c'est cette personne-là. On ne le dira pas non plus ici pour le moment. Et donc voilà. Et en fait, de l'autre côté, il y a en fait au tout début, voilà, une nouvelle association de malfaiteurs dont je ne me rappelle plus le nom, mais tu vas me le retrouver, très cher Corentin, qui décide qui a un plan en fait pour casser la gueule à cette Justice League. Tu sens c'est la Legion of Doom. C'est une Legion of Doom. Ouais. Il l'appelle aussi comme ça. Il dit We are the Legion of Doom. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bah voilà, tout simplement. J'hésitais avec l'Injustice League, mais je me rappelais plus. Ok, donc c'est bien avec une lanterne ultraviolette. Oui, voilà, c'est là que en fait qu'il y a quelques idées qui nous viennent du précédent run de Scott Snyder qui sont réutilisées, qui en fait a un super plan d'attaque pour les mettre hors d'état de nuire. Et paf, le lendemain, bah en fait, ils sont tous crevés. Ouais, ils sont tous crevés. Et la Justice League va devoir enquêter pour savoir qui a été capable de tuer la Legion of Doom. Personnellement, moi j'étais assez convaincu par cette proposition de héros qui ont une façon de fonctionner différente. Alors c'est forcément, même si c'est une ligue, ils sont moins soudés, donc il y a moins cet esprit d'équipe, mais je trouve que voilà, bien sûr, ça va devoir se développer au fur et à mesure de l'histoire, on s'en doute bien. Je suis assez client en fait d'avoir ces nouveaux personnages dans ce cadre-là. Je suis surtout ultra chaud pour Andy Curry, du coup, la Aquawoman qui a droit à un petit peu plus d'exposition que les autres. L'interaction, bizarrement, tu vois, entre Yara Flor et John Kent fonctionne mieux que dans le numéro Superman Wonder Woman, alors que techniquement ça se passe avant, donc ils sont censés moins se connaître. C'est un petit peu particulier, tu vois, mais il y a une meilleure alchimie entre les deux là que quand ils sont censés bien se connaître dans Superman Wonder Woman. Et puis ma foi, c'était plutôt bien dessiné, donc moi je suis assez content, assez satisfait de ce segment en ce qui me concerne. Et toi, effectivement, tu n'as pas grand chose à rajouter d'autre? Non, mais enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que le style de Williamson, je le trouve un peu trop basique, encore une fois. Après, il faudra voir j'attendrai vraiment le numéro 1, en fait. Pour l'instant, même graphiquement, ça me... Le numéro 1 de quoi, hein. Enfin, le relaunch Infinite Frontier, etc. Je sais pas s'il y aura cette équipe-là. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, hein, parce que la Justice League de Brian Bendis, c'est pas du tout le même roster. Donc, ouais. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé... compagnie, t'as raison. Bah, dans ce cas-là, peut-être que je ferai l'impasse. Mais je te dis, moi, c'est pas vraiment une question Joshua Williamson, il écrit une ongoing Robin sur Damian Wayne pour le relaunch. Merde, voilà. putain.
Oh, bah, putain, c'est un personnage que j'aime bien. Je te dis, moi, c'est vraiment son style de dialogue. Je trouve pas ça fluide. Ça marche pas avec moi, en fait. D'accord. Alors, Justice League Dark de Ramvi, c'était un peu mieux. C'était un peu mieux. C'est pas le niveau. C'est pas ouf non plus. Hein. C'est pas le niveau. C'est pas le meilleur niveau. C'est pas le meilleur Ramvi. Alors, pour résumer, c'est encore une fois le même modèle. C'est-à-dire, il y a eu un futur dans lequel Justice League Dark, ça, je vais regarder dans combien de temps. Dans lequel un ou une entité du coup a pris le contrôle et imposé un nouveau diktat qui, en l'occurrence, n'est pas lié au super-héros mais au personnage magique. Oui. La personne en question, c'est Merlin qui impose du coup une sorte de chasse aux sorcières, littérale, pour faire chier les personnages magiques. Du coup, Zatanna va essayer de recréer la Justice League Dark, voilà. C'est sympathique. Ça se passe en 2030, donc c'est c'est un peu loin dans le futur, mais c'est avant The Last Lanterns ou Justice League par exemple. D'accord. Bon, c'est sympathique, mais c'est encore une fois pas dingo, pas extraordinaire. Il y a quelques petites idées qui sont rigolotes, tu vois, la nouvelle identité de Etrigan, enfin le nouveau duo par rapport à Etrigan, c'est plutôt marrant. Ouais. La révélation finale, tu vois, je l'ai trouvé plutôt pas trop mal amené. Ça reste un boulot clairement plus de commande, mais après de toute façon Ramvi sur Justice League Dark, c'est clairement peut-être plus ça qu'un vrai truc qui l'inspire. Mais Marcio Takara dessine bien. Moi je sais pas, moi ça me rappelle quand même un petit peu une série qui était chouette à l'époque des New 52, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était Demon Knights, qui était vraiment en fait une embarquée à l'époque de Camelot, vraiment un titre de fantasy en fait, tout simplement de DC Comics. Et malgré tout, c'est un peu ce que tu retrouves là-dedans, puisqu'on est quand même, t'as beau te dire que c'est dans le futur et tout ça, c'est très arthurien, c'est très médiéval, et c'est un peu déconnecté du reste, ça vit dans son propre monde. Et cette histoire de même d'avoir effectivement Merlin en menace ultime avec des chevaliers qui sont ses servants et tout ça, et des chevaliers au sens propre du terme, des mecs en armure, c'est Once and Future un peu qui se balade par là aussi. Ma foi, moi je suis assez client de. Le problème c'est il y a Once and Future à côté. Moi aussi j'ai encore en travers de la gorge l'annulation de Hellblazer, et là évidemment que c'est pas un spoil de le dire, il y a John Constantine qui se balade. J'aurais aimé que ça aille plus loin pour l'entrée en matière. Enfin, je vois ce que tu veux dire au niveau du style, mais ça reste peut-être trop mainstream pour des personnages qui manquent un peu d'exposition. Et ça dépend aussi de ton adhération au concept, même de l'adhérence, de ton adhésion même d'ailleurs, en fait. Plutôt, en fait. Pas du tout ton adhérence, parce que l'adhérence c'est quand tu colles un truc. C'est ça. Alors que tu colles, tu peux coller un concept. Plutôt adhésion quoi. Adhésion, est-ce que tu adhères au principe même de la Justice League Dark, qui est quand même toujours cette équipe composée de personnages qui n'ont pas grand-chose à foutre ensemble. Après, je pense que Ramvi réussira à en faire un truc pas dégueu, mais comme tu dis, ça va rester dans ce côté un peu. Après, tu vois, quand tu dis que c'est pas dégueu, c'est déjà par le raisonnement un peu négatif en disant que c'est pas mauvais, tu vois, alors que l'idée, c'est ce qui serait bien, c'est que ce soit bon, en fait, tu vois. Oui, non, mais c'est un premier numéro après, hein, tu sais. Faut pas oui, mais il y a d'autres premiers numéros qui sont meilleurs, hein. Et il y en a d'autres qui sont pires aussi. Pour l'instant, je peine à trouver vraiment des bien meilleurs que celui-là, tu vois, c'est sympa. Il y a Raflor. Non, il y a Raflor, c'est pas ouf, gros, franchement, je pense que t'es aveuglé par le trait de Joel Jones comme t'es aveuglé par Hilaire Osmo sur Robin King, tu vois, c'est bien, c'est sympathique, c'est pas transcendantal, quoi. Franchement, j'allais dire... Mais compare Wonder Woman 1 Azzarello Chiang à Wonder Woman 1 Joel Jones, c'est pas pour dire un rapport qualitatif particulier, mais il y en a un qui vraiment d'emblée te dit voilà là où on va, voilà là c'est clair, nouveau concept et compagnie. Mais Wonder Woman 1, faudra juger, on jugera le Wonder Girl 1 alors dans ce cas, parce que je suis d'accord. Parce que si Wonder Woman de Azzarello avait été coincé dans un truc en 2 numéros, on est bien d'accord, c'est le problème de ces numéros là, c'est que du coup effectivement il y a une sorte de cadenas qui est imposé, qui laisse peu de place aux auteurs et qui aussi force le lecteur un petit peu à se positionner par rapport à la perspective des vraies séries qui vont arriver ensuite. Puis il le savait quand même, tu sais, avec Convergence, que les histoires en 2 numéros c'est quand même un petit peu relou, quoi. Je sais même pas comment ils ont décidé de faire ça, franchement pour moi c'est incohérent. La preuve, ça marche pas pour la plupart des numéros en fait. Pour l'instant, ouais. Donc bon, bref, après encore une fois, voilà, moi c'est plus que je suis attaché à une lecture particulière de ces personnages-là. Comme tu dis, tirer une mythologie arthurienne mainstream et sorcellerie sur les restes de la précédente Justice League Dark, pourquoi pas, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Effectivement, donc celui-là, on vous le recommande. Après, il n'y a pas de défaut majeur, on va dire, contrairement à d'autres numéros de cette sélection. C'est une lecture qui n'est pas mauvaise en tant que telle. Et donc, on va terminer avec le numéro que l'on a préféré pour la deuxième semaine de Future State. C'est donc Future State Dark Detective, avec une histoire principale qui nous est proposée par Mariko Tamaki et Dan Mora, donc justement le dessinateur de Once and Future. Et Mariko Tamaki, très très bonne autrice,
l'actrice qui a fait du She-Hulk chez Marvel, qui a fait Harley Quinn Breaking Glass et Supergirl Being Super chez DC Comics, donc que l'on apprécie beaucoup. On en a déjà pas mal parlé sur les ondes de First Print. Et a priori, ce serait peut-être la première scénariste féminine à avoir la charge d'un titre Batman avec Bruce Wayne. D'un titre... Il y a déjà des autrices qui ont écrit des numéros sur le titre régulier Batman, mais ce sera la première autrice à être en ongoing sur un titre avec Batman dedans, effectivement. Tout à fait. Et donc, ma foi, cette première histoire donc explique que... en fait, le truc, c'est que quand tu avais lu le pitch du résumé de Dark Detective, qui est de Bruce Wayne s'est fait passer pour mort parce que le Magistrate a interdit les masques à Gotham. Bah, t'as pas besoin de lire ce numéro parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est juste l'illustration du concept qui tenait sur 3 lignes. Donc, ça raconte pas grand chose de plus, quoi. Donc, ça se passe quelques années un petit peu. Donc, voilà, ça se passe en 2027 par rapport à la série The Next Batman qui est en 2025. Donc, on t'expose vraiment que, effectivement, en 2025, Bruce Wayne a disparu. Batman est mort, mais Bruce Wayne aussi officiellement est mort. Et que donc par contre 2 ans après il est devenu le Dark Detective, il opère malgré tout toujours en tant que Batman officieux dans les rues d'une Gotham City, toujours contrôlé par le Magistrate, et donc il va revenir pour péter des gueules, mais vraiment, mais ça c'était pas il y avait aucun secret puisque c'était juste le concept juste de la série Dark Detective. Par contre, qu'est-ce que c'est bien illustré, qu'est-ce que c'est très très bien mis en couleur aussi, c'est très 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 beau à regarder, et malgré tout, même si au final ça ne raconte pas grand-chose et qu'on savait déjà juste quelles étaient les prémices, c'est une narration qui est bien fichue, on se prend au jeu, on se plaît à suivre ce Bruce Wayne qui a failli dans sa mission, qui essaye de se relever, et pour moi ça reste du coup une bonne histoire en tout cas, mais qui profite surtout parce qu'elle est très 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 joliment dessinée, parce que le même pitch, enfin le même scénar, mais illustré par désolé Eddie pour elle, par Eddie Barrows, désolé pour lui, ou Leila Del Duca, clairement on aurait dit du coup c'est non. Je sais pas si tu es d'accord avec là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Après, tu dis que ça raconte pas grand-chose. Bon, ça raconte pas c'est grand-chose, vrai, quoi. ça raconte pas grand-chose. Voilà, mais... tu vois, donc c'est vrai. Non, mais il y a aussi, tu sais, il y a le récit et il y a la narration. Tu vois, ça, c'est vraiment 2 trucs différents. C'est pour moi, tu peux raconter une mauvaise histoire. Si tu la racontes bien, ça peut être intéressant. C'est vrai. Un problème de pratique que les gens n'arrivent pas à se poser. C'est genre, tu sais, on m'a déjà fait d'ailleurs la réflexion par rapport aux critiques que j'écris où on dit que je parle trop du style et pas assez de ce qui se passe dans les bouquins, etc. Ouais. Et oui. Ouais. Là, typiquement, tu vois, il se passe effectivement pas grand-chose, mais il y a du c'est style. rythmé. Mais il y a du style, si tu veux, voilà, t'accompagnes Bruce Wayne, tu suis un peu sa réflexion, il a l'air perdu dans la foule. Tu vois le Peacemaker 01, qui est un vilain qui est bien introduit pour le coup, Ouais, il est bien là. On ne parle pas que du magistrat, tu vois, il y a une mise en scène, il y a une progression de ce personnage qui a l'air effectivement perdu dans la ville, et effectivement, ça colle très bien avec cette espèce d'atmosphère, pour le coup, très cyberpunk que met Dan Mora en place. C'est cyberpunk à fond, on dirait Mute un peu de Duncan Jones, ou bien, enfin, dans les versions un petit peu colorées, parce que c'est vrai que en général, on pense beaucoup à Blade Runner quand on parle de cyberpunk, mais Blade Runner c'est très bleu ciel, noir sur bleu, grosso modo. Donc là, effectivement, il y a beaucoup plus de couleurs, et justement, je pense que c'est ce qu'ont essayé de faire les Barrows et le mec qui avait dessiné le numéro Arkham Knight. Voilà, tu vois, et qu'ils n'arrivaient pas à gérer les couleurs. En fait, c'était trop criard, c'était trop gris, c'est trop bresson et tout. Là, pour le coup, les couleurs sont quand même assez joyeuses. Tu vois, ça pète, c'est léger, c'est pop et tout. Et du coup, ça contrebalance bien avec ce côté un peu dépressif. Tu vois, quand t'as ce plan périphérique là où il est au-dessus dans la ville avec tous les machins un peu à Times Square. Très Times Square, ouais. C'est très joli, tu vois. C'est vraiment des couleurs qui sont un peu plus flashy, un peu plus chaleureuses et qui du coup se répondent bien. Et ça donne un petit peu une atmosphère différente à la Gotham, justement, du futur triste et déliquescent. Là, pour le coup, ça fait un petit peu plus publicité. Voilà, Jordi Belair. Ouais, elle n'est pas que mauvaise. T'as mal à toi, mais t'as non, mais elle est très douée, Jordi Belair. J'ai juste pas aimé son Wonder Woman. Fous-moi la paix, putain de merde. Et là, effectivement, voilà, c'est vraiment très beau. Ça donne, ça fait un peu jeu vidéo aussi. Je trouve, je sais pas à quel jeu ça me fait penser, mais parce qu'il y a une vraie scène du jeu vidéo de Cyberpunk aussi. Peut-être non, parce que j'ai pas joué à Cyberpunk, je vois que t'allais peut-être le dire, mais bref, donc du coup voilà, je trouve que c'est quand même vraiment pas dégueu comme entrée en matière, et ça me donne envie. Ouais, t'as quand même des très beaux efforts de découpage. Mais oui. Mais je te dis, franchement, pareil, tu vois la case finale avec l'hologramme derrière, qui est très bien aussi, ouais. Non, mais c'est vraiment, c'est très beau, il y a une ambiance.
clairement. Alors effectivement, au niveau scénaristique, c'est pas ouf, mais justement, je pense que c'est peut-être un bon compromis. Le fait, comme tu te dis, que c'est des numéros, si tu veux, qui sont juste là pour t'expliquer un pitch, les numéros Future State, pourquoi finalement vouloir aller dans le dialogue, dans la mise en jeu très compliquée dès le début? Là, franchement, bah voilà, tu découvres un petit peu juste un Batman qui est un peu paumé, qui a perdu tout son statut. Tu découvres la Gotham futuriste et elle est pas juste dégueulasse, tu vois. T'as l'impression que c'est vraiment une ville où les gens peuvent habiter et que c'est pas genre une sorte de grande zone de guerre comme à chaque fois. Et ben voilà, moi c'est ce que j'aimerais bien retrouver plus souvent dans les numéros Future State. Et en tout cas, ça sauce tellement pour le Detective Comics de la même équipe, pour le coup. Tout à fait. Franchement, je suis. Non, mais Tamaki, moi de toute façon, c'est une scénariste que je pense va faire de très bonnes choses à l'avenir. Bah, elle a déjà fait de très bonnes choses, elle a déjà été scénarisée, donc. Oui, remarque, je voulais dire en tant que scénariste d'essai. Voilà. Allez, et on finit donc avec la seconde histoire de ce numéro, qui est donc le grifter de Matthew Rosenberg et Carmine Di Giandomenico. Et ben c'est petite révélation pour Rosenberg quand même. Bah ouais, très ouais. Je pense que bonne c'est surprise. ce qu'il a fait de meilleur depuis le premier numéro du Punisher qu'il avait commencé chez Marvel. Quoi? Non, vas-y, continue. Parce que c'était bien le premier numéro du Punisher à l'époque. Mais là justement, voilà, on retombe sur un héros qui est un salopard en fait, donc il y a le grifter. Un personnage mais qui est en général justement très antipathique, qui a très peu d'intérêt, qui est vraiment une sorte de relique des années 90 avec son masque imitation Deadpool là, et son arsenal imitation Deathstroke, donc c'est vraiment un personnage qui peut être très mal écrit très facilement. Et là en l'occurrence il arrive bien à cerner l'intérêt de ce héros, c'est-à-dire que c'est un héros qui effectivement est badass, mais surtout il en a rien à branler quoi, grosso modo. Donc voilà, t'as des bonnes cases de narration, t'as un rythme aussi qui se crée, tu vois, généralement le grifter pense un truc et la situation va lui donner tort, tu vois, à un moment donné il dit ouais, personne va me faire chier, etc. Et puis d'un coup, mais en fait si, et puis après il dit c'est bon, les mecs ils ont 40 kilos d'armes sur eux, je peux m'enfuir en courant. Et au moment où il dit je peux m'enfuir en courant, ça finit pas sa réflexion, il se fait heurter par une bagnole, tu vois. Il y a des petits jeux de narration qui sont pas idiots. Il y a la relation avec un autre personnage qui est avec lui embarqué par les poulets. Les dialogues mitraillettes, ça se répond bien. C'est rythmé, c'est punchy, c'est efficace. Voilà, c'est le mot que j'aurais bien employé, c'est efficace. Et bien dessiné aussi. Voilà, et puis c'est pas vulgaire. Tu vois, tu vois les backgrounds de Gotham City, et là pour le coup, elle a pas du tout l'air cyberpunk, on dirait juste une ville normale. En fait, c'est dingue, il n'y a aucune cohérence artistique, alors que c'est Jim Lee qui dirige DC actuellement. Il n'y a aucune cohérence. C'est Jim Lee qui dirige pas DC actuellement, quoi. Bon. Puis l'éditrice en chef, maintenant, c'est Marie Javins, quand même. Donc, Oui, mais bon, le Chief Creative Officer officiel, c'est Jim Lee. Chief Creative Officer. Voilà, donc il n'y a pas... Ouais. Ta gueule. Oui, c'est vrai qu'il a ce titre. Et donc tu vois, il n'y a aucune cohérence d'une Gotham à l'autre, mais là, celle-là, justement, elle fait plus réaliste. Tu vois, parce que c'est des barres d'immeubles, quoi. Exactement. Et du coup, les enjeux sont plus perméables. Tu vois, en fait, que Grifter, c'est un petit mercenaire à la manque. C'est un petit raté, c'est une petite ordure, quoi, grosso modo, qui est poursuivi par les poulets, qui a des liens avec les super-héros et tout. Et voilà, ça fait le boulot, ça dégaine des bons flingues. Même si c'est plutôt intelligent, pareil, en termes de mise en scène du combat, où tu vois justement des combats de rue qui sont cohérents en termes de spatialisation et tout. Et puis voilà, à la fin, ça finit sur un petit cliff où on te dit qu'on va quand même aller taquiner un peu du personnage de Gotham classique. Non, franchement, moi, c'est mon conseil de cette semaine. Ce serait du coup de lire plutôt ce numéro-là, Dark Detective et Grifter, parce que les deux se répondent plutôt bien. Dans le côté, il y en a un qui va chercher sur l'angle, le magistrat, le cyberpunk et tout. L'autre qui va quelque part rester plus proche de The Next Batman, paradoxalement, tout en étant un peu en périphérie et en montrant un peu l'angle des losers de Gotham City. Donc non, ça fait le boulot, quoi. Ouais, et donc celui-là, on vous le recommande par contre. Toi, tu veux donner ton avis, hein, non, ce que tu as dit suffit amplement pour cette critique à laquelle j'adhère totalement, pour le coup. Et voilà, du coup, 7 numéros qui sont sortis cette semaine, il y en a un qu'on vous recommande vraiment, un autre sur lequel on vous laisse, et puis les 5 autres qu'on va vous dire que de bof, quoi, de pas quoi, trop... l'autre Le Justice League, quand même. Non, mais Green Lantern, c'est pas si mal, mec. L'histoire principale, elle est pas terrible. Enfin, elle est nulle. Mais les deux autres, franchement, moi je dis, si vous aimez Jessica Cruz... C'est vrai qu'à partir du moment où ces deux histoires représentent un peu plus que la moitié du numéro, on peut vous dire quand même que ça peut peut-être valoir l'investissement. Je sais pas comment ça rend en termes de prix, enfin en termes de poids, pardon, au niveau des pages, parce que le segment principal sur Jon Stewart est quand même très long. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Bah écoutez, voilà, à vous de voir selon votre affect envers Gardner et Cruz, si ça peut surplomber le fait de lire une histoire pas terrible sur Stewart. Donc, ouais. Et donc merci de nous avoir écoutés. Oui. C'est sûr que c'est du podcast qui est vraiment très VO et très actualité, donc ça demande un peu de suivre les choses. Mais si jamais vous ne saviez pas quel titre prendre,
On espère que ces podcasts, ça vous servira soit à ne pas dépenser votre argent dans des single issues qui sont mauvais, ou simplement en fait quand ça finira par arriver en VF, en fonction de comment c'est fait par Urban, à préférer aiguiser votre sélection envers l'un ou l'autre album. Et simplement, on espère juste que ça vous permet aussi de vous tenir au courant de qu'est-ce qui se fait chez DC Comics en ce début d'année et donc comment va leur éditorial. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas n'hésitez pas. Rappelez-vous que vous pouvez partager notre émission sans hésitation. Voilà. N'hésitez pas à la partager, à nous répondre aussi sur les réseaux sociaux, sur la page Tipeee, quand on poste les news pour pouvoir continuer la discussion. Et ma foi, on se donne rendez-vous dans très peu de temps pour la suite de ces pack issues spécial Future State pour poursuivre cette aventure. Et on se donne rendez-vous donc très bientôt pour les prochains podcasts First Print. Salut.